Eh bien, tout d'abord, bonsoir à chacune et à chacun. Le Cercle Europe Citoyenneté Identité est heureux de vous recevoir ce soir pour ce webinaire, cette discussion autour de la guerre en Ukraine, une agression russe qui transforme radicalement les visions du monde, qui bouscule aussi l'unité européenne parfois et pose la question de l'après-guerre. Ça pose également la question des relations nouvelles à construire avec la Russie, tout en pensant aux futurs équilibres du monde. C'est donc face à une complexité que nous nous retrouvons. L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie, il y a une entrée éventuelle, en tout cas dans un certain nombre d'années, dans l'Union européenne, la proposition du président Macron de créer une communauté politique européenne qui, si elle se fait, devra avoir ses propres institutions. Voilà autant de sujets qui nous intéressent ce soir. Nous parlerons également des pays baltes qui craignent pour leur intégrité territoriale et qui cherchent les moyens de se protéger de la menace russe. Je souligne que le Conseil européen, qui s'est tenu hier, a confirmé l'unité des pays membres de l'Union. Voilà en quelque sorte le menu de cette soirée que nous vous remercions de suivre, un débat qui est aussi enregistré, à la fin duquel vous pouvez intervenir en écrivant votre question sur le fil de la discussion. La rencontre de ce soir est animée par Catherine Verger. Merci Catherine de votre présence. C'est toujours un plaisir de vous avoir auprès de nous. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur et vous avez une maxime, un petit slogan personnel puisque vous dites que vous voulez comprendre, témoigner, expliquer, décrypter l'information et que pour vous, c'est non seulement un métier, mais aussi une passion. Alors Catherine Verger, on vous connaît parce que vous avez tenu différents postes et responsabilités sur des chaînes de télévision, audiovisuelles ou de la presse écrite. Alors je citerai Arte, LCI, France Télévisions d'une manière générale, mais aussi RTL, France Inter et peut-être d'une façon plus régionale, Ouest France pour la presse écrite. Nous accueillons aussi ce soir, et je les remercie, Alexandre Melnik. On commence à se croiser de temps en temps, et c'est toujours avec un grand plaisir. Alors, Alexandre, vous êtes un ancien diplomate, vous étiez à Moscou, et aujourd'hui, vous êtes professeur de géopolitique à l'ICN Business School. Olivier Védrine, politologue, journaliste. Olivier, on se connaît aussi depuis fort longtemps. Rédacteur en chef de Russian Monitor et tout nouveau directeur de la plateforme Média Matin de février. Olivier Védrine est co-auteur avec Olivier Cuissard d'un ouvrage intitulé Crise et régulation, singularité et insuffisance des institutions. Et puis Pierre Mainguy, un ami de longue date, si je puis dire aussi. Oui. Je ne dirais pas un ami de 30 ans, mais pourquoi pas. Pierre, conférencier pour la Commission européenne, un membre du Team Europe France, aussi président de la Maison de l'Europe de Seine-Maritime et membre du conseil d'administration du Cercle Europe Citoyenneté Identité. On devait avoir également la présence de Patrick Martin-Genier, qui est lui aussi conférencier pour la Commission européenne, professeur à Sciences Po, l'auteur de L'Europe a-t-elle un avenir, mais qui a dû, et il m'a appelé en fin d'après-midi, milieu d'après-midi, qui a dû décliner l'invitation, car il doit être présent ce soir sur la chaîne BFM TV, à la suite de la disparition tragique du jeune journaliste de la chaîne, Frédéric Leclerc-Imhoff. Bien sûr, Patrick Martin-Genier, nous aurons l'occasion de le retrouver à une prochaine occasion. Voilà mon introduction. Catherine, je vous laisse maintenant la main pour mener, diriger, comme vous savez le faire, les débats. Merci Emmanuel. Donc nous sommes ensemble 1h30. J'ai un petit peu préparé, j'ai même beaucoup préparé les questions. 1h30, ça passe vite. Et nous sommes 3 invités. Nous espérons aussi avoir des questions parce que c'est toujours, ça redynamise un débat. Donc, je vais d'abord un tout petit peu évoquer l'actualité, la situation militaire actuelle en Ukraine,
car le Donbass, la région du Donbass, c'est-à-dire le sud du pays est encerclé, enfin les villes sont encerclées comme Sievierodonetsk, j'espère que je prononce bien, c'est une ville de 100 000 habitants où le journaliste français de BFM TV dont vous avez parlé, Emmanuel, tout à l'heure, est mort hier, ce qui a provoqué une émotion dans le pays, dans notre pays également, non seulement en Ukraine, mais aussi chez nous. L'armée russe pilonne donc la région. Donc ma première question s'adresse plutôt à Alexandre Melnik et Olivier Védrine, c'est est-ce que les Ukrainiens sont en train de perdre le Donbass et est-on au tournant de la guerre? Alexandre Melnik. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Tout mon plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais commencer par rendre hommage à ce jeune journaliste, à Frédéric Leclerc-Emov, tué par un obus russe, pas tout à fait peut-être à Severodonetsk, mais dans un convoi humanitaire qui l'accompagnait dans cette région de Donbass. Vous avez tout à fait raison, Catherine. Donc, son travail honore le travail de journalisme. Mes étudiants aujourd'hui en quête de valeurs et de repères, à mon avis, doivent s'inspirer de cet exemple. Alors, et je pense que nous avons croisé dans le couloir sur le plateau de BFM Télé avec Patrick Martin-Genier et avec Olivier. Donc, je tiens d'abord à rendre hommage à ce journaliste. Ensuite, votre question, Catherine. Qu'est-ce qui se passe dans le Donbass? Il faut peut-être revenir aux fondamentaux de la problématique, c'est-à-dire les objectifs de guerre de Vladimir Poutine au départ étaient très simples. Prendre d'assaut Kiev le plus rapidement possible. Donc c'était le Blitzkrieg, comme disent les Russes aujourd'hui, en reprenant le terme allemand, eh bien, qui était envisagé. Prendre Kiev et prendre aussi Kharkiv, c'est-à-dire les deux plus grandes villes d'Ukraine, pour montrer que l'Ukraine n'existe pas, pour montrer que l'Ukraine, ce n'est qu'une petite province de la Russie qui peut être éradiquée. Bon, ce projet initial a complètement capoté. Ça n'a pas marché du tout. L'armée russe a dû reculer et se replier sur le Donbass, qui, comme tout le monde le sait, au cœur justement de la première guerre qui avait déjà été déclenchée par la Russie en 2014 avec l'annexion de la Crimée et la tentative d'annexer aussi le Donbass avec la participation de ce qu'on appelait les petits hommes verts, mais enfin c'était quand même les soldats et les officiers de l'armée russe que Poutine refusait d'admettre. Voilà, donc aujourd'hui… Alexandre Melnik, j'ai préparé une carte, je voudrais qu'on peut-être remettre en… Très bien. On voit la carte du Donbass, Philippe, s'il vous plaît. Voilà, donc alors je continue en attendant la carte et vous pouvez constater vous-même que le Donbass, en rouge ici, se trouve à l'est de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays plus grand en termes de la taille géographique que la France. Donbass, ça fait la taille à peu près de 2 départements français. Eh bien, à Luhansk et à Donetsk, ce sont deux centres de villes et de régions de Donbass qui sont déjà, si vous voulez, occupés par les Russes d'une certaine façon parce que c'est là que les républiques autoproclamées de Luhansk et de Donetsk ont été créées avec la participation du Kremlin. Donc, là, je continue la présentation. Eh bien, l'armée russe, après sa pitoyable défaite à Kiev et à Kharkiv, a dû se replier sur le Donbass, c'est-à-dire toutes les forces étaient recentrées sur le Donbass. Eh bien, aujourd'hui, il faut constater que l'armée russe progresse. Donc, c'est-à-dire le destin de Donbass se joue pratiquement à ce moment-là. Severodonetsk, que vous avez évoqué, Catherine, c'est une ville qui n'est pas encore tout à fait encerclée, mais en tout cas dans une situation militaire extrêmement compliquée. Donc, la supériorité numérique de l'armée russe par rapport aux Ukrainiens est assez flagrante. Donc, ce qui fait que l'Ukraine aujourd'hui a besoin d'aide.
et besoin d'aide d'urgence, besoin d'aide occidentale. Parce que si aujourd'hui on cède, les Ukrainiens cèdent le Donbass, on va vers une partition de l'Ukraine, ce qui est absolument envisageable, non envisageable, excusez-moi, ce qui n'est pas envisageable pour les Ukrainiens et ce qui pourrait constituer la défaite aussi de l'Occident et de l'Europe. Donc, la situation aujourd'hui, évidemment, est en faveur tactique des Ukrainiens, mais je répète encore une fois que le résultat de la guerre n'est pas encore terminé. Personne ne sait de quel côté peut pencher la balance de la force et l'aide qui doit être accordée aujourd'hui à l'Ukraine dans le cadre de cette situation de Donbass est de plus en plus urgente. Merci Alexandre. Olivier, votre impression? Le Donbass restera-t-il ukrainien? Effectivement, je voudrais me joindre à Alexandre pour rendre hommage à ce journaliste français, là, Frédéric Leclerc-Imhoff, je suis aussi intervenu sur BFM TV, donc voilà, qui a fait son travail de journalisme au péril de sa vie, pour apporter la vérité. Par rapport à la situation, écoutez, moi j'ai connu les chars à 15 km de chez moi et j'ai connu donc la guerre proche, puisque même une roquette à 250 mètres de chez moi qui avait explosé, j'ai dormi dans les abris. Je précise, Olivier. Donc j'ai bien vu. Olivier, pour ceux qui ne vous connaissent pas personnellement, vous étiez à Kiev et vous avez quitté Kiev une dizaine de jours après le début. Après, oui, c'est ça. Ouais, j'ai quitté la guerre était le 24, j'ai quitté le 1er mars, j'ai quitté Kiev et le 5 mars, j'ai quitté l'Ukraine. Voilà. Vous êtes parti en train jusqu'en Pologne, puis pour. Voilà, oui, un péril passé, c'est fou. Donc, si vous voulez, donc, il y avait effectivement la volonté, avec toutes les alertes que nous avions, etc. Le matin, je me levais, je voyais sur l'horizon les panaches de fumée. Donc, il y avait véritablement, effectivement, l'intérêt de prendre Kiev rapidement pour détruire moralement l'Ukraine et placer un président à la botte. Vous savez qu'on a retrouvé les uniformes de parade dans les véhicules russes qui ont été détruits par les Ukrainiens, les uniformes de parade. Les Russes pensaient défiler très rapidement sur le Kreshiatik. Ils pensaient une victoire en 2-3 jours et être reçus comme des libérateurs. Ça n'a pas été le cas. Mais là, la guerre a 3 mois maintenant. Donc, après 3 mois, est-ce que, d'après vous, la situation militaire est-elle en faveur des Russes actuellement? Alors, ça c'est assez compliqué. Effectivement, il y a eu une centralisation, enfin, un repositionnement des forces russes sur le Donbass, parce qu'il faut une victoire à Poutine pour son opinion intérieure dans son pays. Actuellement, on est dans un point de bascule. Ce que j'avais dit, le mois de mai sera décisif et là, on y est. Si jamais le Donbass bascule, après c'est Zaporojie et après c'est Odessa et après c'est la Transnistrie, si vous voulez. Bon, donc il y aura le choc moral pour l'Occident et pour l'armée ukrainienne en premier lieu sera important. Donc effectivement, il y a besoin de force, il y a besoin de moyens. Il y a une disproportion des forces au Donbass en faveur des Russes, avec des Ukrainiens qui, pour l'instant, malheureusement, n'ont pas tout le matériel qu'ils devraient avoir pour résister à la technicité russe. Bon, mais ils sont chez eux, donc ils se battent avec plus de ferveur que les Russes attaquants. C'est toujours l'avantage au pays agressé. Mais véritablement, on est là dans un point de bascule. Si le Donbass tombe, Poutine se sentira pousser des ailes. Et il pourra peut-être négocier à ce moment-là, accepter de négocier pour garder cette région. Et pour négocier, le problème, est-ce que les Ukrainiens voudront négocier? Moi, je veux bien, mais on nous prend l'Alsace-Lorraine, et vous voulez négocier?
Difficile. Je pense que beaucoup de Français veulent continuer le combat si c'était l'Alsace-Lorraine qui était prise. Donc, franchement, je pense que on va vers une guerre longue, une guerre de position. D'ailleurs, le directeur des renseignements ukrainiens dit que la guerre devrait aller jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà. Merci Olivier. Je vais donner la parole tout de suite à Pierre Mingui qui est à Riga, en la capitale de la Lettonie. Pierre, vous avez un quart d'heure à nous consacrer, donc j'utilise votre temps. Donc, qu'observez-vous sur place? Quelles sont les conséquences de la guerre en Ukraine pour les pays baltes? Pierre, c'est à vous. Je ne vous entends pas. Le micro. Mais je précise que vous êtes arrivé à Riga ce matin. Non. Hier. Hier. Donc, dites-nous ce que vous avez observé. Je vais vous dire, faut dire qu'à Riga, j'ai entamé la coopération universitaire en 2004, donc en y allant tous les ans, entre 5 et 10 fois par an. Donc, je connais bien. C'est un pays que je connais parfaitement et je connais surtout toutes les sensibilités. C'est-à-dire à la fois les pro-russes, les anti-russes, ceux qui sont entre deux. Donc, il y a énormément de sensibilité en Lettonie. D'une façon générale, je dirais que les pays baltes réagissent de façon assez différente. On a un bloc Estonie-Lettonie d'une part, et de l'autre côté la Lituanie. Alors la Lituanie, elle est clairement anti-intervention russe. En ce qui concerne la Lettonie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je voudrais simplement parler pour moi, il y a 4 points fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a une évolution par rapport à quelques mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un schéma russophone d'un côté et non russophone de l'autre, mais on est dans un schéma pro-Poutine, anti-Poutine, à l'intérieur des familles. Et notamment à l'intérieur des familles qui sont mixtes, c'est-à-dire composées, n'est-ce pas, de populations d'origine lettonne et de populations russophones. Et ça va très loin parce que hier, la première chose, j'ai eu un dîner avec plusieurs amis et qui me disaient carrément qu'il y a des oppositions aujourd'hui entre enfants et parents. C'est-à-dire vous avez à l'intérieur des couples, on me citait hier un couple dont la femme est tout à fait est ukrainienne et donc anti-invasion russe, et dont le mari est le contraire. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, aujourd'hui, ça crée un débat au sein même des familles. Bon. Ça, c'est un premier point que je voulais souligner, avec une forte division en alimentation dans le pays. Le deuxième point, c'est l'inquiétude et la très grande inquiétude du deuxième semestre. C'est-à-dire que le deuxième semestre, n'est-ce pas, nous allons rentrer dans le froid. Et à ce moment-là, il y a une très grande inquiétude au niveau économique et au niveau énergie. Par exemple, on me disait que le gouvernement envisageait éventuellement de reporter la rentrée scolaire, voire d'annuler la rentrée scolaire pour revenir à un système d'enseignement à domicile. Donc, il y a une très grande crainte. Oui. Il y a une question sur l'énergie. J'ai lu que la Lettonie a importé sa dernière électricité russe début mai. Oui, tout à fait. Donc, il y a une très grande crainte, justement, de coupure de l'énergie et la population commence à s'en inquiéter très fortement. Et donc, il y a un certain mouvement, si vous voulez, qui commence à naître de contestation des sanctions. Ça, c'est une évidence. Le troisième point. Excusez-moi, Pierre, cette attitude de vouloir se passer de l'énergie russe, c'est presque une manière de refuser de financer l'agression russe en Ukraine, non? Oui, mais aujourd'hui, c'est ressenti de façon différente. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens commencent à regarder pour eux, par rapport à eux, et non plus par rapport au reste. Vous voyez, il y a une tendance, il y a une évolution de la société. Mais il faut faire attention parce qu'on me citait récemment, certains collègues me disaient, attention, c'est quelque chose qui commence à se produire dans certains autres pays de l'Union européenne. Donc, on a l'impression, si vous voulez, que la crise qui risque de venir, vous voyez, cet hiver,
commence à inquiéter la population et à provoquer certaines réactions. Le troisième point, c'est un début de tension entre les réfugiés ukrainiens et la population, pour deux raisons. Parce que, si vous voulez, notamment des raisons médicales. On m'expliquait que quand vous voulez aller chez le médecin, vous avez une liste d'attente extrêmement longue, ce qui peut aller jusqu'à 1 an. Or, les réfugiés ukrainiens sont prioritaires. Et ça crée vraiment une réaction, vous voyez. Et puis, il y a eu des problèmes également d'incidents par rapport à des logements qui ont été mis à disposition des familles ukrainiennes pour un temps donné. Et le gouvernement, bon, ce sont des Lettons qui ont accepté d'offrir des bergers à un certain nombre d'Ukrainiens pour un temps limité, c'est-à-dire pour 1 mois ou 1 mois et demi. Et il y a eu une décision du gouvernement qui fait qu'ils sont obligés de reporter la date limite. Vous voyez, donc il se passe une série, si vous voulez, d'événements qui créent des tensions, qui commencent à créer des tensions sur place. Donc la solidarité a des limites. La solidarité a des limites. Et puis il y a enfin un quatrième point important, c'est évidemment qu'il n'y a plus de touristes russes. Or, c'était une part importante de l'économie. Et c'est donc vous voyez, on peut pas parler de retournement de situation au sens vrai du terme, mais il y a des difficultés qui commencent à naître, et notamment à l'intérieur de la population. Est-ce qu'il y a aussi une peur d'être envahi par la Russie? Alors, elle serait plutôt je répondrais plutôt par la négative actuellement. Non, parce que le fait que, disons, que les événements tels qu'ils se sont déroulés en Ukraine font qu'aujourd'hui la population n'a plus vraiment cette crainte. Par contre, je dirais que ce qui me semble assez curieux, quand je parle avec certains collègues qui sont plutôt russophones, pour eux, bon, aller à Kiev, oui, c'est important, mais que le Donbass, j'allais dire, passe ou devienne russe, c'est pas très important. Est-ce qu'il y a une conséquence économique aussi, une inflation Oui, il y a une inflation qui est très forte, et on parle, mais ça, je ne sais pas, ça me paraît un peu important, on parle de 20% pour le mois d'octobre. D'augmentation des prix. D'augmentation des prix. Suite à la guerre en Ukraine. Suite à la guerre en Ukraine. Parce que maintenant, ça devient le responsable. Oui. On le cite du doigt. Voilà. Vous voyez? Très bien. Est-ce qu'il y a des Donc, questions? c'est une évolution, et apparemment, la Lituanie est tout à fait différente. Parce que la Lituanie est vraiment dans une mentalité anti-russe. Vous voyez. Mais ces 3 pays baltes dépendent beaucoup pour leur énergie, notamment l'électricité et le gaz, je crois, de la Russie. Donc, la difficulté pour les Lettons, elle va être aussi pour les 2 autres pays, à moins qu'ils cherchent des approvisionnements ailleurs pour leur énergie. Oui, mais la composition de la société n'est pas la même. Et alors? Il y a moins je veux dire, la société lituanienne est plus homogène. Et comme, moi, à mon avis, si vous voulez, il y a eu, je l'ai dit dans un autre cadre, le problème, c'est la nationalité. Le concept de nationalité, c'est pas le même qu'en France, vous voyez. En France, vous naissez, vous devenez français. Là, je vois en Lettonie, on est très attaché à son origine. On reste de nationalité du grand-père, de l'arrière-grand-père, etc. Et donc, on n'a pas le sentiment d'une unité telle qu'on la conçoit chez nous. Et ça peut être évidemment la source du problème. On n'a pas du tout évoqué Kaliningrad. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ou c'est pas un sujet? Kaliningrad, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. J'ai failli y aller à Kaliningrad, mais là, je peux pas vous en dire plus. Je connais pas la situation à Kaliningrad. Ce qui est sûr, c'est que Kaliningrad est un lieu où la défense russe est importante. Oui, c'est une enclave entre la Pologne. C'est une enclave. C'est l'ancienne Prusse orientale qui a été. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Pierre. C'est très lourd. Voilà, l'atmosphère est très lourde ici. Voilà. Je crois que c'est.
Est-ce que des questions avant que Pierre ne s'en aille? Il y en a une sur le démontage à Qu'en Riga. est-il du démontage à Riga du mémorial soviétique construit en 1985? Oh, alors là, je voulais vous en parler parce que ça a failli dégénérer le 10 mai. En fait, le grand monument que vous retrouvez d'ailleurs, vous avez le même à Berlin, vous avez le même dans plusieurs capitales. Vous aviez, je crois, un monument identique, Olivier, à Kiev, je crois, très grand monument à la gloire de l'armée rouge et du combat de l'armée rouge durant la dernière guerre mondiale. Alors, le gouvernement letton a décidé de barricader l'accès à ce monument. C'est-à-dire, ils ont mis, vous voyez, tout un grand, des grandes barrières tout autour. Et le 9 mai, en fait, les Russes sont venus, plus nombreux que les autres années, les russophones plutôt, sont venus déposer beaucoup de fleurs. Il y a eu des quantités de fleurs, on m'a dit, bon, certains amis lettons, je dis, m'ont dit, il y avait 3 fois plus de fleurs qu'à l'habitude. Et le matin, la ministre de l'Intérieur plutôt, a fait envoyer des camions poubelles pour ramasser toutes les fleurs. Alors là, ça a commencé à déclencher une véritable, pas émeute, mais une véritable réaction, et beaucoup de personnes sont venues, vous voyez, pour protester contre cet événement. Et ça a failli créer une crise gouvernementale en Lettonie, avec une désapprobation de la décision de cette ministre de l'Intérieur, approbation d'ailleurs venant de pro-russes et également de personnes plus réservées. Merci Pierre de cet éclairage. Je lis dans les remarques des personnes qui nous écoutent, à Kiev aussi, le monument à la fraternité indéfectible a été démonté. Olivier, peut-être un commentaire là-dessus? Oui, mais on a démonté aussi la statue de Lénine le jour pendant Maïdan, j'y étais, on a fait tomber la statue de Lénine, donc ça continue dans ce souci d'indépendance, et puis c'est tout à fait normal. Je trouve que les Ukrainiens ont été plus que sympathiques d'attendre aussi longtemps pour pouvoir démolir cette nouvelle statue, enfin cette autre statue, donc à cette amitié avec la Russie. Je pense qu'ils ont été, on voit bien que les Ukrainiens sont beaucoup plus sympathiques de ce côté-là que ne l'est Poutine, la Russie de Poutine, quoi. Donc ils ont attendu véritablement qu'on soit dans cette guerre pour démonter le monument. Donc on voit quand même, bon, mais ça me paraît tout à fait normal, et je pense que ça va continuer. Ça va continuer en ce sens. Vu la guerre, c'est une rivière de sang maintenant, hein, que Poutine a mis. On pourra revenir sur les chiffres les chiffres cités sur le nombre de militaires tués. Je remercie Pierre qui doit. Merci. Je suis obligé de vous quitter et je vous dis à très bientôt. Merci Pierre Mingui. Bonne continuation. À Riga et qui est normalement au Havre. Merci Pierre, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. On va enchaîner avec les conséquences de la guerre en Ukraine pour l'Europe. Alors, il y a eu un Conseil européen ces 2 derniers jours à Bruxelles. Alors, parmi les décisions qui ont été prises, je vous les cite. Donc, les 27 pays membres de l'Union se sont mis d'accord sur un embargo russe progressif, donc un embargo progressif du pétrole russe. Ils veulent réduire à 92% les importations d'ici la fin de l'année. Ils veulent élargir la liste noire des oligarques, il y en aurait 80 nouveaux. Et ils interdisent 3 chaînes de télévision, je ne sais pas lesquelles, et ils excluent les banques russes, de nouvelles banques russes du système international SWIFT, dont Sberbank, la première banque suisse. Alexandre Melnik ou Olivier Védrine sur cette attitude soudée de l'Europe? Vas-y Alexandre, je dirai après. Si vous me permettez, je vais revenir aux fondamentaux, parce qu'au-delà des considérations économiques, politiques à court terme qui ont déjà été évoquées, je voudrais quand même rappeler que nous vivons aujourd'hui une des plus grandes bascules de l'histoire de l'humanité, depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc que le régime criminel de Poutine
avait attaqué non seulement l'Ukraine, c'est-à-dire un pays indépendant, souverain, mais le régime criminel de Poutine avait aussi attaqué le corps même de nos valeurs européennes, parmi lesquelles c'est la liberté, parmi lesquelles c'est la dignité humaine, parmi lesquelles c'est la démocratie. Donc, c'est-à-dire la Russie de Poutine, ça n'est prise non seulement à l'Ukraine, mais à nos valeurs. C'est pour ça que c'est notre combat. L'Ukraine aujourd'hui combat pour sa liberté, mais elle combat aussi pour nos libertés, pour la liberté de l'Ukraine et pour la liberté de l'Europe, ce qui prouve que l'Europe aujourd'hui doit être unie. Dès le début de cette guerre, je préconisais l'unité non seulement européenne, mais transatlantique sans faille. Et quand je dis l'unité, la solidarité sans faille transatlantique, évidemment, je parle de l'union entre l'Europe, incarnée aujourd'hui de façon temporaire, à mon avis, par l'Union européenne et les États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que nous formons une même famille civilisationnelle. Je pense que cette situation qui est tragique aujourd'hui, je répète encore une fois, c'est une bascule de l'histoire tragique, dangereuse, peut-être le plus dangereux moment de l'histoire depuis, je répète, la Deuxième Guerre mondiale, mais ça peut être aussi une chance incroyable pour la renaissance de l'Europe, pour la renaissance de l'Union européenne, pour la réinitialisation de nos propres valeurs que nous sommes en train d'oublier souvent d'ailleurs nous-mêmes. Je voudrais rappeler quand même le propos de Jean Monnet, qui était pour moi le fondateur de l'Union européenne après la Deuxième Guerre mondiale, qui disait que l'Europe se fera toujours dans les crises. Et nous vivons aujourd'hui une crise et que l'Europe, ce sera toujours la somme de solutions apportées à ces crises. Donc, je répète que c'est une chance historique pour l'Europe d'être unie. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'être désunis aujourd'hui. Et quand on dit qu'il y a des pays qui sont en train de briser, de fissurer cette Union européenne, la Hongrie, par exemple. Par exemple, la Hongrie, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en train de faire un choix qui va engager l'avenir de ces pays pour de longues années, pour des décennies, mais aussi d'ailleurs pour l'Europe en tant que telle. C'est pour ça que, évidemment, je salue la décision qui a été prise hier au forceps, au dernier moment, in extremis, c'est-à-dire l'embargo, et encore qui n'est pas tout à fait total, à l'inverse de ce que je préconise depuis le début de la guerre, l'embargo total sur les hydrocarbures russes, parce qu'il faut savoir que là, il ne s'agit pas de notre mode de notre pouvoir d'achat de quelques centimes ou de quelques euros de diminution de notre pouvoir d'achat. Il s'agit de notre mode de vie qui peut complètement s'écrouler. Et si vous voulez que j'élève un peu le niveau du débat, il s'agit du sens que nous donnons à nos vies. Est-ce que nous voulons vivre dans un monde libre, là où les démocraties seront présentes, ou est-ce que nous voulons vivre après cette guerre, si la Russie gagne cette guerre, si nous permettons à la Russie de gagner cette guerre, est-ce que nous voulons vivre dans un monde post-occidental où la démocratie reposera au cimetière de l'histoire? Donc je pèse mes mots, les mots sont forts, mais je suis persuadé qu'il faut les prononcer aujourd'hui, je répète, au-delà de toutes les considérations temporaires que je comprends très bien. Donc, les considérations économiques notamment. Ah, pardon? Des considérations économiques, énergétiques, des alimentaires. considérations économiques, parce que je répète encore une fois, il ne s'agit pas des considérations économiques aujourd'hui, il s'agit de la survie de la civilisation occidentale. Je répète que si nous permettons aujourd'hui, et quand je dis nous, je répète encore une fois, les États-Unis, et là, il y a un autre problème que je voudrais évoquer très rapidement, peut-être qu'on pourrait y revenir, c'est l'anti-américanisme qui étouffe la France et d'autres pays européens. Et nous oublions complètement que nous sommes la même famille civilisationnelle. Et cette famille civilisationnelle est attaquée au corps même de notre existence par un régime criminel de Poutine. Et nous faisons quoi? Il faut prendre conscience de cette situation. Donc,
Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que Je c'est voulais ça vous qui est faire passé. réagir Voilà, sur l'unité de l'Europe. je vous laisse réagir à ce que je viens de dire. Non, merci, merci. On voit bien l'enthousiasme Voilà. et les idées que C'est pas seulement l'enthousiasme, c'est aussi le fond de mon message. Donc, c'est pas seulement le pathos. Je voudrais que tout le monde se penche sur l'essentiel de mon message. Donc, il s'agit de la survie de la civilisation occidentale au XXIe siècle. nous l'avons compris. Olivier, sur le côté, sur les Européens qui sont encore, enfin, les conséquences de la guerre en Ukraine pour les Européens et leurs préoccupations alimentaires, énergétiques, etc. Qu'en pensez-vous? Bon, là, je regarde en même temps les questions, les commentaires des gens. Donc, je vois que Michel Lestume, effectivement, l'Europe a fait très pâle figure dans ce conflit. L'Europe a pris du temps, l'Europe s'est fait dépasser, et l'Europe essaye de rattraper le retard, malheureusement en traînant des pieds. Sans les États-Unis, l'affaire serait déjà pliée, hein, et on serait devant un fait accompli d'une partition déjà de l'Ukraine. Donc, heureusement qu'on a l'OTAN, heureusement qu'on a les États-Unis. On fait partie du camp occidental, c'est clair. On partage les mêmes valeurs, la Constitution américaine, la République française, on est en même temps. Les échanges entre Jefferson et les philosophes français, entre Benjamin Franklin et les philosophes français, elles sont là. Donc, on a la même matrice, hein. On est dans cette même vision, droits de l'homme, les deux pays, droits de l'homme, États-Unis. Bon, on peut juger, on peut critiquer, etc. Mais enfin, quand les Russes ont de l'argent, ils viennent chez nous vivre. Et quand les gens ont de l'argent, ils viennent chez nous vivre. Pourquoi? Parce qu'on y vit mieux. Alors, on peut critiquer l'Occident, on peut faire, mais les gens aiment vivre chez nous. Moi, j'ai pas vu actuellement beaucoup de riches Français rêver de s'installer à Sotchi, à Moscou et envoyer leurs enfants dans les grandes universités russes. J'ai plutôt vu l'inverse, des Russes envoyer leurs enfants dans les universités américaines ou européennes. Donc voilà, ça c'est les fondamentaux. Bon. Et c'est ce qui fait peur à Poutine, parce que Poutine, il a beau, et là, bon, c'est un peu en opposant russe, hein, que je vous parle avec les conversations que j'ai avec mes amis Ilya Ponomarev ou Khodorkovsky. Il y a cette partie russe aussi qui est européenne et qui est occidentale, qui a été influencée et qui fait peur à Poutine. Parce que c'est pas l'OTAN qui fait peur à Poutine, c'est pas, parce qu'il aura la frontière avec l'OTAN, en Finlande. Et si demain il prenait l'Ukraine, ben il aura la frontière avec l'OTAN, avec la Pologne. Donc, vous voyez bien que c'est pas l'OTAN qui obsède Poutine. Ce qui obsède Poutine, c'est les valeurs de l'Occident. Parce qu'il sait bien que cette Russie, qui a été partagée entre le panslavisme et l'occidentalisme, peut être sensible aux valeurs occidentales. Et il a fait taire cette opposition occidentaliste en la mettant en prison, en tuant certains de ses membres. Donc, le problème de Poutine, c'est sa survie politique, sa survie de son clan, la survie d'un système mafieux. Et cette survie, elle ne peut pas supporter l'Occident et les valeurs occidentales. Bon. Olivier, est-ce que vous pensez que les oligarques qui sont derrière Poutine jusqu'à présent le sont toujours? Alors là, j'ai des conversations régulières avec mes amis, donc justement de la plateforme Matin de février, que nous avons, dont le projet a été fait dans mon appartement à Kiev avec Antrilia, Fedor, etc. Enfin bon, les anciens de Open Russia, etc. On a eu cette conversation, et Matin de février, avec sa chaîne Telegram et son site, sont nés après, précipités par la guerre. Oui. Il y a réellement un problème. Et vous le voyez bien. Regardez tous ces oligarques qui ont été suicidés avec toute leur famille. Hein? Tous les oligarques. À ma connaissance, il s'agit de 3 familles, au moins 2 familles, c'est ça. Voilà. Et ils sont tous liés au milieu de l'énergie. Regardez aussi, parce que bon, nous, quand Poutine discute avec, je dirais, sa garde rapprochée, si on peut dire, enfin en général avec il a une table, il a des salles de réunion où il y a une distance immense avec ses interlocuteurs. Alors, il y a chez Poutine, d'après ce que je sais et ce que me disent mes amis, il y a une paranoïa par rapport effectivement à la maladie. Donc peut-être que là, il est déjà malade et qu'il a peur de rajouter à sa maladie une nouvelle maladie, mais il y a aussi une paranoïa physique d'être éliminé. Et je vous rappelle qu'il y a eu sans doute
une tentative d'assassinat dans le Caucase. Donc, on a réellement, dans ce milieu oligarchique russe, un combat interne. Que voulez-vous dire avec une tentative d'assassinat dans le Caucase? Il y a eu une tentative d'assassinat dans le Caucase, j'en ai parlé d'ailleurs avec Alexandre, je pense qu'Alexandre pourrait rebondir là-dessus. Il y a quelques jours, je crois, non, Alexandre? Oui, tout à fait, mais je n'ai pas d'autres informations particulières. Je vois que des internautes réagissent à votre message, Alexandre, en disant qu'on partage votre agacement et votre analyse. Voilà. J'espère que l'analyse plutôt que l'agacement. Très bien. Je voudrais qu'on continue sur est-ce que, bon, je sais que ça, c'est peut-être vu d'un point de vue européen, tout ce qui est énergie et pénurie, est-ce que ça peut être aussi, comme Pierre Mingui le citait dans les pays baltes, est-ce que ça peut être un déficit de solidarité avec le temps? Tout à fait. Tout à fait. La cupidité occidentale et la cupidité européenne empêchent justement une action d'ampleur. Mais Lénine l'avait dit, hein, les Occidentaux achèteront la corde pour qu'il épandra. Donc, il faut arrêter. Écoutez, si on doit payer 100 € de plus d'énergie pour pouvoir sauver l'Europe et sauver nos valeurs, on paiera 100 € de plus d'énergie. Je veux dire, peut-être arrêter les égoïsmes. Oui, le pouvoir d'achat, mais bon, arrêtons d'avoir un esprit uniquois. Hein. Oui. Alexandre? Olivier disait la cupidité, peut-être le mot est fort, cupidité. Je dirais plutôt une sorte de cécité conceptuelle, une sorte de zone de confort auquel nous nous sommes habitués ces derniers temps. Nous avons créé une sorte de Europe postmoderne où il y a pratiquement plus de place pour le tragique de l'histoire, pour notamment les guerres. Donc, c'était un énorme acquis de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, on est rattrapé par le retour du tragique de l'histoire. Je voudrais rappeler le livre d'un politologue américain, Robert Kagan, qui comparait l'Europe à Vénus, c'est-à-dire à la déesse de la paix, de la séduction, et tout en disant que les États-Unis, c'est plutôt Mars, c'est-à-dire les États-Unis ont gardé justement ce qu'on appelle dans la géopolitique le hard power, c'est-à-dire le pouvoir militaire. Donc, pour revenir à votre question, Catherine, je voudrais dire que évidemment, il faut sortir de notre vision étriquée, donc formatée par ces décennies d'après Deuxième Guerre mondiale, toujours prendre conscience de la situation exceptionnelle qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui nous concerne, qui nous impacte tous. Et donc, à ce moment-là, je dirais que l'embargo total sur le gaz et le pétrole, je répète que je préconisais en tant que feuille de route dès le début de cette guerre, est en train de se réaliser, sauf que ça prend énormément de temps. Comme disait Olivier, on traîne les pieds, on est toujours en retard d'un regard, on est toujours trop bureaucratisé, trop formalisé, étouffé dans ce carcan administratif. Donc, l'embargo total sur le gaz et le pétrole pour arrêter de nourrir la machine de guerre russe et pour exclure de SWIFT toutes les banques russes et pour ne pas faire cette gradation des sanctions parce qu'on est toujours dans ce paradigme de gradation des sanctions. Il faut, et là je reprends l'expression de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, cette expression qu'elle avait employée mais qui avait ensuite retiré au nom du politiquement correct, il faut faire une guerre économique à la Russie. Parce que la Russie fait déjà la guerre, non seulement économique, la guerre hybride, c'est-à-dire dans tous les domaines à l'Europe et à l'Occident. Donc, ensuite, j'ai calculé, évidemment, de façon très, très approximative, ce qui pourrait coûter l'embargo pour les différents pays d'Europe. Par exemple, pour la Lituanie, qui avait déjà été citée, c'est un pays balte, donc qui avait rejoint, je rappelle, l'Union européenne en 2004, après la chute du mur de Berlin, après la chute du communisme, pays post-soviétique. Le coût de l'embargo pour ce pays total pourrait
pourrait se situer autour de 2 000 euros par tête d'habitant et par an. Alors que pour la France, qui possède quand même un PIB beaucoup plus important que la Lituanie, ça ne devrait pas normalement dépasser 60 euros par an et par tête d'habitant. Et pour l'ensemble des 27 pays d'Europe, ça pourrait se situer autour de 100 euros. Écoutez, là, vous mettez sur la balance d'un côté, donc c'est 100 euros, et de l'autre côté, vous mettez sur la balance le prix de survie de la civilisation européenne et de la civilisation occidentale. Il faut que tout le monde se pose une question simple. Est-ce que notre vie se limite à l'argent? Est-ce que notre vie se limite seulement au confort matériel? Voilà, donc alors au-delà de ces considérations économiques, une fois de plus, il y a des choses beaucoup plus importantes, à mon avis, qui sont en train d'être engagées par l'agression de Poutine contre l'Ukraine et contre l'Europe de façon générale. Alors, c'est une transition parfaite pour évoquer justement l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le début mars, l'Union a lancé la procédure d'examen des demandes d'adhésion déposées par l'Ukraine, mais aussi par la Géorgie et la Moldavie, suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Le 9 mai, Emmanuel Macron se disait favorable à la création d'une communauté politique européenne pendant des négociations d'entrée qui pourraient durer plusieurs décennies. Et enfin, Clément Beaune, qui est un des conseillers du président Macron sur l'Europe, disait « Je ne veux pas qu'on vende aux Ukrainiens des illusions et des mensonges ». Et il évaluait cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dans 15 ou 20 ans. Donc, Olivier, d'abord, sur cette question qui vous tient très à cœur. Oui, parce que le jour de déclaration de la guerre, le 24 février, mon texte était publié, l'appel de Kiev était publié dans la Tribune de Genève. Rappelez-nous, la Tribune de Genève, c'était quoi? C'était justement l'appel, justement la menace grandissante de l'adhésion, de l'acceptation de l'adhésion, la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Ça a été publié dans la Tribune de Genève le 24 au matin. Mon amie Maria Messentseva, qui est la députée qui est en charge du groupe ukrainien au Conseil de l'Europe à Strasbourg, l'avait diffusé d'ailleurs ce texte, y compris à la Rada, etc. Et après, bon, on a eu pas mal de pétitions et tout. Hein. Je vois Alexandre ici aussi, là, qui avait été très actif aussi pour pouvoir effectivement accélérer ce débat de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'Europe n'a rien compris, à votre avis? L'Europe n'a pas l'intention de satisfaire la demande ukrainienne? Je pense que l'Europe, malheureusement, bon, j'essaye de regarder en même temps les textes qui arrivent, les réactions des. Bon, je crois qu'il faut. Je vais reprendre d'ailleurs ce que dit Alexander là. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Je crois qu'on a en face de nous, il parle justement de l'héritage du NKVD ou de la Tchéka, on a en face de nous une véritable un système de police politique, hein, et ils ne sont pas plus forts que nous, ils sont même plus faibles. Mais nous, on est vraiment naïfs. Excusez-moi, Olivier. Olivier, excusez-moi, vous parlez de police politique, mais je ne vois pas l'interférence, ou en tout cas, je ne vois pas le lien avec l'adhésion, la demande d'adhésion ou la réaction de l'Europe. Non, ben si, moi je le vois le lien. C'est-à-dire qu'actuellement, pourquoi, quand je vois les déclarations je dirais, de Macron ou d'autres qui temporisent cette adhésion de l'Ukraine, je crois que certains pensent encore qu'on peut, en temporisant peut-être, parler avec Poutine, etc. Je veux dire, il faut arrêter. On a essayé de parler avec Poutine, ça n'a rien donné. Bon, donc je pense qu'il faut être, à un moment donné, il faut être ferme. On fait l'adhésion, on commence l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ça sera rapidement vu comme un signe de force de l'Union européenne face à Poutine, et que Poutine le comprendra. Que bon, voilà,
Ça a commencé, on tape du poing sur la table. Là, non, on va prendre une sorte d'union politique. Non, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est une Europe au rabais. En face de nous, on a des gens qui sont brutaux, qui sont beaucoup plus déterminés. Donc, à nous aussi d'être déterminés, de répondre à cela. Et je crois que cette nonchalance et cet esprit d'être au milieu du pont pour l'Europe nous dessert énormément. Je crois avoir compris que cette communauté politique donnait, voilà, les avantages possibles. Ce serait la libre circulation en Europe et pouvoir bénéficier en partie du budget européen pour la reconstruction Oui. et la Non, mais relance. ça me fait penser à du provisoire qui va durer. Voilà. Bien. Alexandre Melnik. Tout à fait, ce que disait Olivier, à mon avis, est très pertinent. En fait, j'ai toujours l'impression que les deux parties de l'Europe ne parlent pas le même langage, c'est-à-dire les mêmes mots ne signifient plus la même chose. C'est exactement ça, d'ailleurs, la situation au lendemain de la chute du mur de Berlin. Lorsque les pays qui ont été kidnappés, pour reprendre l'expression de Mélenchon-Kundera, kidnappés par le communisme, eh bien, mais ce sont des pays européens qui avaient déjà été cités ici, que ce soit les pays baltes, que ce soit la Pologne, que ce soit la République tchèque, etc. Eh bien, quand ils voulaient rejoindre l'Europe, au sens large du terme en tant que civilisation, les Européens leur parlaient un langage bureaucratique. Taux d'inflation, taux de croissance économique, dynamique du PIB, etc. Donc, on ne parle pas le même langage. C'est-à-dire, il faut rendre déjà la signification aux mots que nous prononçons. Il faut s'entendre sur les mots. Moi, je suis persuadé que, pour ne pas répéter ces erreurs après la chute du mur de Berlin et quand on a fait patienter les pays qui incarnaient les valeurs européennes dans l'antichambre de l'Europe pendant un certain nombre d'années, alors qu'ils ont d'ailleurs, je rappelle, intégré beaucoup plus vite le temps, qui était une sorte d'assurance vie pour eux, alors que l'Union européenne, c'était une sorte de prospérité économique à long terme. Entre l'assurance vie et promesse assez vague de prospérité économique, qu'est-ce que vous choisissez? Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, comme il s'agit, je répète une fois de plus, d'une des plus grandes bascules de l'histoire de l'humanité, il faut complètement avoir le courage, il faut avoir l'audace de refonder complètement les institutions internationales. Parce que les institutions internationales, en tout cas la plupart, l'immense majorité d'ailleurs, pratiquement la quasi-totalité des institutions transnationales, internationales, datent d'une époque révolue, c'est-à-dire du XXe siècle, c'est-à-dire de la bipolarité idéologique de la guerre froide. Donc, il faut reconfigurer aujourd'hui l'Union européenne, pas tout à fait dans l'esprit que Emmanuel Macron avait proposé, parce que vous vous souvenez, le 9 septembre, pendant son discours à Strasbourg, il a repris l'idée de Gorbatchev, somme toute, de maison commune européenne. C'est une idée à laquelle d'ailleurs j'avais participé. Donc, maison commune européenne de Gorbatchev, c'était avant la fin de l'Union soviétique, avant la fin du régime soviétique. Et François Mitterrand et Mikhail Gorbatchev voulaient intégrer justement l'Union soviétique dans cette maison commune européenne. L'idée de Macron, c'est un peu le replay, une réplique donc de cette maison commune européenne. Je rappelle que c'est une idée d'une sorte de confédération européenne qui prévoit que les pays, je dirais, de l'Est, même si je ne prononce très rarement d'ailleurs cette expression pays de l'Est qui sent la naphtaline, à mon avis, qui appartient aussi à l'époque. Qu'est-ce qu'il faut dire, Alexandre, alors? Il faut dire une chose, qu'aujourd'hui, le cœur de l'Europe bat dans ce qu'on appelle les pays de l'Est. Le cœur de l'Europe bat aujourd'hui à Kiev. C'est eux qui donnent l'exemple de ces valeurs européennes. C'est eux qui nous servent de référence, de modèle, de phare. Il faut rien faire aujourd'hui dans la nouvelle construction de l'Europe qui s'impose aujourd'hui, rien faire au détriment de ce qu'on appelle la Mitteleuropa. Parce que c'est Mitteleuropa qui conserve aujourd'hui ces valeurs européennes. Je répète que nous avons peut-être un tout petit peu oublié. Eh bien, il faut adhésion, évidemment. Il ne faut pas dire aux Ukrainiens, ben écoutez, vous vous battez là-bas chez vous, alors que, écoutez, il faut attendre 10 ans, il faut attendre 20 ans.
Mais non, il faut pas attendre 10 ans. L'urgence frappe à nos portes. Il faut donner aux Européens les gages, les garanties de leur appartenance à la large famille européenne qui est la nôtre, qui est commune. Surtout ne pas tenir ce langage bureaucratique qui n'est pas du tout adapté à l'exception de la situation d'aujourd'hui. Donc, et une fois de plus, refonder, et ça c'est mon idée récurrente sur laquelle je reviens et je reviendrai toujours, éradiquer l'anti-américanisme qui étouffe la France. Pour moi, l'anti-américanisme, c'est un cancer culturel de ce pays-là. Donc, et je répète encore une fois ce que Olivier avait dit aussi avec justesse, que les États-Unis ont été portés sur les fonds baptismaux par la civilisation européenne. En quelque sorte, c'est un bébé civilisationnel de l'Europe. Voilà, donc ce que je voulais dire. Je termine là-dessus. Donc, oui, il faut qu'on retrouve un langage compréhensible de part et d'autre, c'est-à-dire en redonnant du sens aux mêmes mots que nous prononçons. Je crois que vous avez aussi parmi les internautes quelqu'un qui vous entend et qui dit que l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Ukraine et à la Moldavie est un devoir moral, exact, autant qu'une opportunité historique. Exact. Voilà, merci pour cette partie. Je voudrais qu'on évoque l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Donc, rappel des faits, 18 mai, dépôt de cette candidature. 70% des Finlandais et 50% des Suédois soutiennent une adhésion. La Finlande a 1300 km de frontières communes avec la Russie. Sauf que la Turquie reproche notamment à la Suède de ne pas approuver ces demandes d'extradition d'organisations terroristes comme le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, également d'avoir gelé les exportations d'armes vers la Turquie. Il y aura un sommet de l'OTAN à Madrid fin juin. Donc, je voulais vous demander à tous les deux ce que vous pensez de cette adhésion, est-ce qu'elle se fera et qu'est-ce que ça changera pour la Russie? Alexandre, moi. Bon, écoutez, pour moi, de toute façon, c'est exactement, c'est un échec, hein, c'est un échec pour Poutine. Poutine, excusez-moi. Poutine a réunifié un peu l'Union européenne, a dynamisé l'Union, mais surtout, il a ressuscité l'OTAN, qui était en mort cérébrale, comme disait Macron. Il a ressuscité l'OTAN et en plus de ressusciter l'OTAN, il est en train de détendre l'OTAN à 2 pays neutres. C'est quand même un résultat catastrophique. Bon. Il ne voulait pas plus de frontières, moins de frontières avec l'OTAN, il voulait qu'on revienne à 1997, mais il y en aura encore plus de frontières avec l'OTAN. Donc on voit bien là. Qu'est-ce qu'il fera si la Suède et la Finlande sont dans l'OTAN? Il ne pourra rien faire. Mais déclarer la guerre à l'OTAN? Ben, c'est une question. Non. Non, il a. Alors, si vous parlez à mes. Bon, pour l'instant, vous savez, ils ont perdu 500 chars à peu près en Ukraine, donc c'est 2 ans de production. Ils ont perdu pas mal de militaires aussi. On a parlé de 10 à 12 000. Ils ont perdu beaucoup d'hommes, de matériel. Mais si vous voulez, donc, attaquer l'OTAN, c'est une autre chose. Hein. Non. La Finlande, ça l'embête effectivement cette nouvelle frontière parce qu'il voulait revenir en 1997, mais surtout, je pense qu'il faut comprendre chez Poutine l'obsession ukrainienne, hein, et cette obsession ukrainienne, c'est pas la Finlande et tout ça, non, l'obsession ukrainienne, c'est voilà, quand il dit l'Ukraine et la Russie, c'est le même peuple, etc., là, on comprend que l'extension de l'OTAN, l'Union, ce ne sont que des excuses, c'est véritablement pour lui une obsession d'une histoire réécrite d'un néocolonialisme impérial ou soviétique, c'est tout. Donc, je pense pas qu'il y aura une réaction majeure, enfin, si vous voulez parler d'une guerre contre la Finlande, dans ce cas, il y a un mauvais souvenir parce qu'ils sont quand même cassés les dents sur la Finlande déjà. Donc, non, je pense que l'objectif premier de Poutine, Finlande ou pas, c'est l'Ukraine, c'est une obsession. Bien. Alexandre Melnik, sur le même sujet. L'obsession, justement, de Poutine, c'est l'OTAN.
de toute façon, l'obsession de Poutine, c'est pas forcément l'Europe. L'obsession de Poutine, c'est les États-Unis. Et je rappelle que l'OTAN était créé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme le bras armé des démocraties occidentales face à l'adversité, face à l'hostilité. À l'époque, c'était le communisme. Donc le communisme n'existe plus. Et à un moment donné, effectivement, l'OTAN, après la fin de la guerre froide, avait l'impression de perdre sa raison d'être. Donc, parce que le communisme avait disparu. Et c'est pour ça que Macron avait employé cette expression qui n'est pas très heureuse, à mon avis, mais en même temps qui représente une part de vérité que le temps était un état de mort cérébrale. Évidemment, ce que fait aujourd'hui Poutine, il réussit à faire exactement l'inverse par rapport à ses objectifs initialement déclarés. C'est-à-dire, il a complètement sous-estimé la solidarité occidentale, il a complètement sous-estimé l'importance de l'OTAN, considéré par lui comme le bouc émissaire. Et aujourd'hui, l'OTAN constitue le maillon extrêmement important de cette solidarité transatlantique dont je parle sans cesse. Donc, en ce qui concerne l'adhésion de la Finlande et de la Suède, il faut savoir que c'est un choix souverain, donc de chaque peuple, qui peut se prononcer pour l'adhésion à l'OTAN ou pas. D'ailleurs, j'avais écrit un article en 2014 sur le titre Accueillons l'Ukraine à l'OTAN, et je suis toujours persuadé que si j'avais été écouté, on aurait pu éviter la guerre. Donc, ni plus ni moins d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, la Finlande et la Suède qui font ce choix face à cette agression russe, parce qu'il faut savoir que quand même, on a peur de Poutine. Donc, tout le monde a peur de Poutine. On a toujours cette pétoche, cette trousse, ce trouille d'un seul homme. Comment ça se fait qu'un seul homme, et d'ailleurs qui a raté sa carrière au KGB, soit dit au passant, comment il a réussi à mettre à la merci du monde, mettre le monde entier à la merci de sa propre personne. Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Évidemment, la Finlande et la Suède doivent intégrer, si le peuple finlandais et si le peuple suédois se prononce pour ça le plus rapidement possible, le temps. Donc, ce qui va redonner un boost, comme on dit, c'est-à-dire qui va rebooster la solidarité internationale et placer l'OTAN au centre de ce système de sécurité internationale, tout en développant l'Union européenne, parce que le développement, les deux n'est pas antinomique, mais tout à fait compatible et complémentaire. Eh bien, et Poutine, il ne fera rien par rapport à ça. Il ne fera rien parce qu'il faut savoir qu'il bluffe, il nargue, il va au clash avec l'Occident. Mais quand on compare, par exemple, les chiffres économiques, la Russie, c'est un colosse au pied d'argile. Il faut pas oublier que le PIB russe aujourd'hui, 10 fois inférieur à celui de la Chine, qui est la deuxième puissance du monde. Donc, il est en train de détruire d'ailleurs son propre pays, Poutine. Il ne faut pas oublier de dire ça. Il ne détruit pas seulement l'Ukraine, il détruit aussi son propre peuple, sa propre économie. Eh bien, donc, la Finlande, la Suède, c'est leur choix souverain qui s'inscrit dans cette dynamique géopolitique qui était engagée après le 24 février. Je n'ai pas oublié votre question, Catherine, concernant la Turquie, parce que la Turquie fait partie de l'OTAN, mais depuis quelques années, Erdogan essaie de jouer sur les deux tableaux. Il rachète d'un côté des armements russes et de l'autre côté, il comprend très bien qu'il ne peut pas sortir de l'OTAN. Et moi, je pense que si on négocie avec Erdogan de façon ferme, de façon claire, sur la base de la réinitialisation des valeurs européennes, il comprendra aussi la force. Donc, mon message est très simple. L'Europe et l'Occident doivent être forts face à cette agression contre ses propres valeurs. Merci. Nous avons un commentaire que je vous lis. Le fait qu'un État neutre depuis plus de 2 siècles décide de joindre une alliance militaire défensive est un fait proprement historique. Bien sûr. Une dernière partie, peut-être, nous discutons depuis 1 heure. Je voudrais on se projette un petit peu l'issue de la guerre. Le bilan humain, je l'ai évoqué tout à l'heure, est déjà énorme, 10 à 12 000 morts côté russe, au moins une dizaine de milliers aussi, sans doute côté ukrainien, même si le gouvernement a tendance à le sous-estimer. Les forces en présence sont énormes. Il y a 700 000 hommes en armes
en Ukraine, principalement des militaires, mais aussi de nombreux réservistes. Côté russe, 120 à 130 000 soldats. Des crimes de guerre ont été commis. Enfin, crime de guerre, c'est l'expression qu'on entend. 2 soldats russes ont été condamnés cette semaine à 11 ans de prison pour avoir bombardé des villages ukrainiens. Ils ont été jugés en Ukraine. Il y a également des mouvements de population énormes, 8 millions d'Ukrainiens déplacés à l'intérieur de leur pays, selon l'Organisation internationale pour l'immigration, et 6 millions 6 qui ont fui à l'étranger. La reconstruction, n'en parlons pas, on est dans la destruction actuellement. Que vous évoquent ces différents chiffres et ces différents constats? Alors, bon, les chiffres, je pense que le nombre de morts est bien supérieur à ce qu'on a actuellement, dans les 2 camps. Hein. Là-dessus, Ce sont des sources plutôt américaines que j'ai citées, pas tellement. Oui, mais je pense qu'on va découvrir que ces guerres a été bien plus meurtrières qu'on ne le pense actuellement. Écoutez, il y a les crimes de guerre, mais il y a aussi une volonté d'effacer la culture ukrainienne et d'effacer l'Ukraine en tant qu'État, et une politique génocidaire. Je crois que c'est véritablement de la part de Poutine le fait d'effacer le mot Ukraine et ukrainien, tout simplement. Il se trouve que je connais bien ce problème des réfugiés, puisque ma compagne s'occupe justement d'enfants et de mamans, de faire passer la frontière entre l'Ukraine et après elle les dispatche en Europe. Donc elle était à Boutcha d'ailleurs, 2 semaines, 3 semaines après la libération de Boutcha. Elle a ramené d'ailleurs des familles de là-bas. Donc c'est une problématique que je vis tous les jours avec elle, qui est souvent sur le terrain, et qui va en Ukraine, qui va en Pologne, et qui s'occupe de tout ça. Donc là, par rapport à cet exode, que j'ai pu moi aussi vivre à une plus petite échelle, bien sûr, parce que j'ai traversé ce pays et je me suis retrouvé aussi dans un camp à la frontière, etc. Et le visage des gens est véritablement une chose que je n'oublierai pas. Les enfants. Voilà. Donc, reconstruction, on en est loin. Moi, ce que je crains dans ce conflit, outre le fait que, pour moi, si vous voulez, il y a une stratégie de la terreur ou le viol, ou le crime de guerre, ou l'exécution sommaire, fait partie d'un plan pour semer la peur. Voilà. Ça, c'est clair et net. Je ne vois pas un commandement intelligent. Bon, l'armée russe est quand même une petite tradition militaire. Je ne vois pas un commandement autoriser de telles exactions sans une stratégie globale. Quand les troupes soviétiques sont rentrées dans Berlin, ont violé les femmes allemandes, c'était aussi dans une stratégie de la terreur, dans une stratégie d'implanter, dans une peur, soumettre par la peur soviétique l'Allemagne de l'Est et une partie de Berlin. Et là, c'est pareil. Soumettre par la peur les Ukrainiens. Vous voyez, on va raser vos villes. On ne peut pas rentrer dans vos villes, on va les raser. Et puis on va violer, on va tuer, etc. Et vous allez avoir peur de nous. Et vous allez vous soumettre parce que vous aurez peur. Et c'est véritablement ça, la stratégie actuellement de Poutine. Et en plus d'un aspect génocidaire, n'oubliez pas quand même qu'il bombarde des écoles, des théâtres et des bibliothèques. On ne voit pas ce que ça, une bibliothèque, peut avoir d'inquiétant au niveau militaire. Voilà. Donc, il y a véritablement la volonté d'effacer l'Ukraine, les Ukrainiens et la culture ukrainienne. Donc, ça s'appelle un génocide. Alexandre Melnik. Oui, ça s'appelle le génocide, évidemment, même si juridiquement, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, l'exceptionnalité du moment nous permet d'aller à l'essentiel des mots. Alors, en ce qui concerne le coût humain de la guerre, ce coût est énorme.
Parce que toute guerre, c'est déjà une tragédie, parce que ça tue. Mais la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine est particulièrement néfaste et dévastatrice de ce côté-là. Il n'y a pas vraiment de chiffres ni d'un côté ni de l'autre, mais par exemple, d'après un certain nombre de sources d'informations, à mon avis fiables, il y a au moins 15 000 morts côté russe. Donc 15 000 morts côté russe, c'est plus que les morts soviétiques pendant à peu près 10 ans de la guerre en Afghanistan. Donc, cette donnée a été signalée dans les médias ces jours-ci, assez souvent. Tout à fait. Donc, du côté ukrainien, les pertes sont aussi très importantes, même si le gouvernement ukrainien ne communique pas là-dessus, pour des raisons évidentes, parce qu'on est en pleine guerre qui se déroule actuellement sous nos yeux. Mais ce que je voudrais souligner, qu'il y a énormément de vie des civils qui sont emportés par l'agression de Poutine. C'est-à-dire qu'il rase vraiment les villes, ne fait pas de quartier, et il ne s'agit plus d'une guerre, il s'agit d'une extermination, de l'extermination de tout un peuple, y compris justement les civils, les femmes, les enfants, etc. Donc le coût humain de cette guerre est actuellement extrêmement fort, même s'il ne peut pas être quantifié, ne peut pas être chiffré pour le moment. Ensuite, je voudrais revenir sur votre question sur une projection vers l'avenir, sur l'issue de cette guerre. Qu'est-ce qui pourrait se passer après? Évidemment, personne ne le sait, parce que la seule certitude qui existe aujourd'hui, c'est l'absence de toute certitude. Il faut gérer l'incertitude. Mais je crois que si, par exemple, la Russie arrête de se battre actuellement, donc ce sera la fin de la guerre. Si l'Ukraine arrête de se battre, ce sera la fin de l'Ukraine. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a un pays qui a agressé, il y a un pays qui est agresseur. Donc l'agresseur, c'est la Russie, est un pays agressé, pays victime, c'est l'Ukraine. Donc l'Ukraine ne peut pas arrêter de se battre, parce que sinon ce sera la fin de l'Ukraine et ce sera aussi, je disais tout à l'heure, une sortie de l'Occident de l'histoire qui pourrait démontrer que nous sommes incapables de combattre la barbarie qui représente un défi pour les fondamentaux de notre propre civilisation. Après, il faut savoir que cette guerre dessine un nouveau monde. Donc, rien ne sera pareil après la fin de cette guerre. Cette guerre sera très dure et s'inscrira dans la durée. Moi, je présume que cette guerre pourrait s'inscrire dans la durée un peu à l'exemple du conflit qui dure entre Israël et la Palestine pendant des années. Donc, on ne trouve pas de solution. Et d'ailleurs, les guerres les plus sanglantes, ce sont des guerres avec ces dimensions fratricides. Donc, ce qui est le cas au Moyen-Orient et ce qui est le cas aussi dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, c'est un nouveau monde qui se dessine. Et là, je voudrais revenir sur un point qui est assez peu évoqué dans les médias. C'est que si nous parlons d'Europe, si nous parlons d'Occident, évidemment, nous sommes grosso modo tous vent debout, nos valeurs sont bafouées, etc. Mais nous vivons aujourd'hui dans un monde où la civilisation occidentale n'a plus le monopole de l'histoire, c'est-à-dire n'a pas l'exclusivité du pouvoir à l'échelle planétaire. Il y a des pays qu'on appelait BRICS ou BRICS aujourd'hui en termes de population, en termes de PIB, en termes de pouvoir militaire aujourd'hui, qui ont ce qu'on appelle le vent en poupe, c'est-à-dire qui montent aujourd'hui. Et l'agression russe contre l'Ukraine n'est pas condamnée par beaucoup de pays du monde, contrairement à ce qui se passe. Vous pensez à quel pays, par exemple, qui ne condamne pas? Les pays asiatiques, à commencer par la Chine, qui est extrêmement prudente, ensuite l'Inde,
dont la position est extrêmement ambiguë parce que les Indiens dépendent des exportations d'armes, des armements russes. Après, les pays africains, le Moyen-Orient, les pays du Golfe, par exemple, qui ne participent pas aux sanctions contre la Russie. Parfois, ils n'osent pas n'osent pas condamner officiellement l'Occident, mais ça veut dire que le sentiment anticolonial qui existe toujours en Afrique, qui est toujours d'ailleurs en Amérique latine, le sentiment d'anti-américanisme que j'ai déjà évoqué, peut prendre le dessus justement sur le combat de valeurs dans lequel est engagé l'Europe et l'Occident. C'est pour ça que je voudrais tout de suite mettre l'accent sur cet aspect d'imprévisibilité du monde du XXIe siècle, après la fin éventuelle évidemment donc des hostilités en Ukraine, en disant que l'Occident, nous, les valeurs occidentales, et je récapitule, la démocratie, la liberté individuelle, ces valeurs étaient souvent, pendant l'histoire, en tout cas depuis la Renaissance du XVe siècle, une sorte de phare pour l'humanité entière. Nous ne pouvons pas permettre le luxe de les oublier. Nous devons les réinitialiser pour que l'Occident ne disparaisse pas de l'histoire, donc en cas de défaite de l'Ukraine dans cette guerre. Donc, nous devons faire, et je reviens une fois de plus à cette expression que j'ai déjà employée, la renaissance de la civilisation occidentale au XXIe siècle, où l'Occident n'a plus le monopole de l'histoire. Comment est procédé? Évidemment, il n'y a pas que le pouvoir militaire, il y a surtout, à mon avis, l'éducation, par exemple, réinitialiser complètement les normes qui existent aujourd'hui, donner aux jeunes, que je connais très bien parce que je suis au contact direct, pratiquement quotidien, de jeunes du monde entier, alors qu'ils sont souvent en quête de valeurs. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui leur offrir ces valeurs? Ça, c'est une question qui se pose et finalement, cette guerre doit être une piqûre de rappel de la nécessité de cette nouvelle renaissance européenne et occidentale dans les années à venir. Je continue sur votre lancée, Alexandre, puisque nous parlions avant le début de cette visioconférence avec Marie-Laure Krogenek qui parlait des réactions des jeunes enfants dans sa classe pour savoir est-ce qu'ils parlaient de l'Ukraine. Peut-être un témoignage, Marie-Laure, sur justement est-ce que les enfants se sentent concernés par cette guerre? Ceux que vous suivez, bien sûr. Oui, tout à fait. Les enfants, moi j'ai des élèves qui ont 10 et 11 ans, ça fait vraiment partie de leur quotidien. Ils prennent ces questions à cœur. Et je retrouve ça dans plusieurs sujets, dans tous les sujets, pas seulement quand on aborde un cours d'histoire ou autre. J'ai un souvenir là il y a quelques semaines d'un élève qui a réinvesti dans une production d'écrit sur l'écriture d'un conte, hein, donc en français. Donc, eh bien, il a choisi de mettre en scène un soldat ukrainien qui sauvait son peuple et qui était un héros, quoi. Et puis qui, avec un objet magique, puisque vous savez, les ingrédients du conte, il y a des objets magiques, et l'objet magique, c'était un fusil qui tirait des balles de paix. Donc, pour vous montrer comment un enfant a pu faire réincarner comme ça des valeurs, ça témoigne aussi d'une peur et d'une proximité qu'ils ressentent finalement à leur porte. Mais donc, oui, et ça ne fait que plus ça proclame une nécessaire éducation à toutes ces valeurs de paix. Ça se construit. Les enfants me disaient, même hier, on a eu aussi un petit débat sur pourquoi Poutine est devenu méchant. Est-ce qu'il était déjà méchant quand il était petit? C'était ça les propos, vous voyez. À partir de quel âge on devient méchant, quoi? Et certains disaient, oh ben oui, sûrement qu'il a été harcelé. Parce que bien, on parle aussi beaucoup du harcèlement à l'école. Enfin, on voit leur pensée est en construction, mais je trouve que dans ces débats, il y a une très grande richesse et une très grande justesse aussi d'analyse. Hein. En disant qu'il était peut-être malheureux. Voilà, c'est un petit témoignage. Mais... Marie-Laure, nous allons faire la psychanalyse de Poutine dans votre classe. Vous vouliez dire, Alexandre? Oui, parce que c'est très intéressant ce que disait Marie-Laure. Je crois que Poutine
finalement, il y a une phrase qui marque son enfance. Il a passé beaucoup de temps à la rue, hein, donc il n'est pas d'une famille extrêmement privilégiée. Il était un peu ce côté bagarreur. Et cette phrase que je voudrais rappeler est la suivante, que s'il s'agit d'une bagarre qui est imminente, il faut toujours frapper le premier. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu es plus fort, mais tu frappes et tu prends l'initiative. Alors que les Occidentaux sont toujours un retard d'un regard, un retard d'une vision, un retard d'une guerre, c'est-à-dire plutôt dans la réaction et pas dans l'action. Et donc, évidemment, Poutine, il garde cette frustration de la chute de l'Union soviétique, on en avait déjà beaucoup parlé. Donc, il veut se venger, finalement, il veut extrapoler sa frustration. Quand on dit que la guerre en Ukraine, c'est la continuation de la guerre civile que Poutine mène contre son propre peuple depuis pratiquement le début de son accession au pouvoir, nous, avec Olivier Lédry, on était parmi les rares qui avaient alerté sur ce danger. On n'a pas été peut-être suffisamment clair, convaincant, mais finalement, ni pour moi, ni pour Olivier, ce qui s'est passé le 24 février n'a été une surprise, parce que c'était la suite logique de cette dérive autoritaire du régime de Poutine qu'il avait installé dès qu'il est arrivé au pouvoir et qui est basé en gros sur 3 piliers, c'est-à-dire la refondation d'un État très très fort, vertical, autoritaire, pyramidal. Deuxième pilier, c'est le patriotisme exacerbé complètement, donc patriotisme russe qui est profondément ancré dans l'ADN de la Russie. Et troisième pilier, c'est l'orthodoxie. Peut-être qu'on n'a pas évoqué ce sujet, mais pour les Russes, c'est très important d'avoir une sorte de spiritualité. Donc, en jouant sur ces 3 tableaux, il a justement donc refondé une sorte d'identité, à mon avis fausse identité de la Russie, qui aujourd'hui a le régime de son agression à l'extérieur. Et je voudrais terminer en disant que malheureusement, le constat que je fais aujourd'hui à l'état actuel des choses, est que la seule solution qui reste, c'est la défaite militaire du régime de Poutine. La seule solution qui reste, après, évidemment, on pourrait négocier, mais après. Mais je voudrais préciser un point, que quand je dis que la défaite militaire du régime de Poutine, je ne veux pas passer pour un vent en guerre, pour un belliqueux qui appelle à la guerre, à la destruction, aux morts des gens, pas du tout, parce que ce sera le début, l'avènement d'une autre Russie, d'une Russie post-Poutine, parce qu'aucun dirigeant du monde n'est éternel, aucun régime politique n'est éternel. Et on sait très bien que en Russie, pendant l'histoire de la Russie, il y a toujours 2 tendances qui s'entrechoquent, c'est-à-dire une tendance très autoritaire, ce qu'on appelle la tendance slavophile, c'est-à-dire exceptionnalité de la Russie, l'hostilité à l'égard de l'Occident, mais il y a toujours une autre tendance qui était toujours présente à travers l'histoire de la Russie. C'est une tendance très proche de l'Europe, parce que la Russie contient une part d'Europe, que le premier État russe avait été fondé par les Vikings, qui étaient quand même l'archétype des Occidentaux. Donc, et moi, je suis persuadé que cette défaite militaire de la Russie pourrait être le début d'une Russie pro-européenne, d'une Russie démocratique, de Russie de nouvelle génération, mes étudiants qui aspirent au voyage, qui aspirent à la communication, qui aspirent au clic, c'est-à-dire aux technologies digitales qui sont aujourd'hui complètement globalisées. Donc, c'est au nom de cette Russie-là, au nom de l'avenir, que je préconise la défaite militaire du régime criminel de Poutine. Merci Alexandre. Olivier, le mot de la fin, parce que nous arrivons au terme de notre visioconférence. Oui, le mot de la fin, c'est effectivement le combat entre les occidentalistes et les panslavistes ne date pas d'hier. C'est pour ça que certains nous voient des fois, quand on discute entre nous avec Ilia ou avec d'autres personnes, les anciennes mémoriales ou d'Open Russia. Je vous rappelle que tout ça a été dissous par Poutine. Donc, quand on me parle de discuter de la voie diplomatique avec lui, moi je veux bien. Mais enfin, on a discuté. Il a dissous Mémorial, on a discuté. Il a dissous Open Russia, on a discuté. Il a mis Navalny en prison, on a discuté. Et il attaque l'Ukraine. Alors bon, moi je veux bien. Hein, on détruit, effectivement, on a détruit les statues
en Ukraine de l'amitié de la Seconde Guerre mondiale, donc avec cet Ukrainien et ce Russe. Je vous rappelle, là, je tiens à réagir à ce que dit Alexander. Là. Oui, et puis quand dans les territoires occupés russes actuellement, ben on remet les statues de Lénine. Vous voyez bien un peu le retour en arrière, l'obsession néo-soviétique, néo-impériale de Poutine. Je voulais aussi réagir au message que les recrues que nous avons des Tchétchènes, mais nous avons aussi des Bouriates et des Dagestanais. Pourquoi ? Parce que le Poutine, c'est parti. Il veut pas des mères de soldats. Il veut pas de problème. Olivier, du côté russe. voilà. Voilà, tout à fait, du côté russe. Bon, il n'y a pas du tout de conscrits des grandes régions de Russie ou de Saint-Pétersbourg. Je voulais réagir à ce que disait Alexander, à ce qui marquait dans les commentaires. Pourquoi? Parce qu'il se méfie même de son peuple. C'est un parano. Il se méfie de son peuple. Pourquoi? Il veut pas avoir les mères de soldats. Il ne veut pas avoir de problème de ce type-là. Donc, il va recruter dans des coins reculés des gens dont il sait qu'ils n'auront aucun moyen de le mettre en danger. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... pardon? Je voulais vous demander de faire court parce qu'il est presque 20h et que nous allons interrompre. Bon, effectivement, malheureusement, une défaite économique et militaire, malheureusement, me semble être la seule issue. C'est triste. C'est fondamentalement triste parce que, comme je dis, moi, j'aime la Russie, mais je suis contre Poutine. Hein, comme beaucoup de gens en Russie qui ne peuvent pas s'exprimer. Je pense que la Russie est un pays européen. Dans l'avenir, comme disait Brzezinski, tôt ou tard, ça sera vers l'Europe. Moi, j'aime cette Russie-là. Je suis pour cette Russie-là qui n'est pas la Russie de Poutine. Voilà. Et j'espère que vous pourrez retourner un jour, assez rapidement, en Ukraine. Je vous le souhaite. Merci. Voilà. Merci à vous deux et ainsi à Pierre Mingui qui a dû partir un petit peu plus tôt que prévu. Emmanuel, merci d'avoir pris l'initiative d'organiser ce débat au nom du CECI, puis je vous laisse conclure. Merci Catherine, merci à vous. Hein. Le débat a été mené de main de maîtresse, hein, si je puis dire. C'était très intéressant et la chronologie des questions a permis, je pense, de saisir un certain nombre de complexités. Alors, bien sûr, j'aurais été heureux de pouvoir intervenir. Hein. J'ai hâte de pouvoir me confronter à Alexandre Melnik sur un certain nombre de questions, et puis à mon ami Olivier aussi, notamment en ce qui concerne toutes ces questions sur l'adhésion à l'Union européenne. Alors, sans rentrer dans le débat, on va pas recommencer. Bon, il y a des règles, il y a des processus. Sans doute faut-il trouver quelque chose qui permette à l'Ukraine et à la Moldavie d'ailleurs d'entrer directement dans le champ européen. Ce dont je suis sûr ce soir, c'est qu'il y aura de toute façon un avant et un après l'Ukraine. Mais il y aura aussi une Europe d'avant l'Ukraine et une Europe d'après l'Ukraine. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se jouer au niveau de l'Union européenne. On n'en saisit pas encore les contours, mais il y a quelque chose qui se transforme. Nous aurons une Europe qui aura fait des décennies de pas en avant en l'espace de quelques mois, de quelques semaines. Et ça, ce sera la question centrale aussi à se poser avec les Européens plus à l'ouest et les Européens plus à l'est. J'ai bien compris aussi ce que disaient à la fois Olivier et Alexandre. Les formes de pensée aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on a à réfléchir là-dessus. Ça fera l'objet d'un prochain débat si vous en êtes d'accord. Donc deux formes de pensée. Une manière de penser la gouvernance du monde, une manière de penser les complexités de notre monde. Un internaute posait une question tout à l'heure vis-à-vis de la Chine. Bon, on ne pouvait pas tout aborder, mais ça fait partie de ce grand schéma. Un mot pour terminer. Merci Olivier, merci Alexandre, parce que vous avez été vrais.
Vous avez été vrai dans vos propos. Alors, j'en suis ravi parce que c'était mieux que sur BFM, c'était mieux que sur LCI, c'était mieux. Vous avez dit les choses avec le cœur et vous avez dit votre vérité, certes, mais une vérité qui nous fait réfléchir et vous avez entamé cette grande discussion qui s'ouvre. Merci de l'avoir fait dans le cadre du CCI. Merci à vous, merci à Pierre qui a dû nous quitter, mais il travaille dur à Riga en ce moment. Merci, merci Catherine encore et au plaisir de vous retrouver tous très très bientôt. Cette émission, si je puis dire, est enregistrée et elle sera donc visible et diffusée sur le site du Cercle Europe Citoyenneté et Identité. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci, merci, merci. Merci. Au revoir.